Je crois que beaucoup de gens ont perdu de vue que nous sommes des prédateurs et que pendant longtemps nous avons vécu de la chasse et de la cueillette. Nous avons deux yeux pour regarder devant nous. Nous sommes faits pour rapporter de la viande. C'est donc ici que se trouve mon supermarché. J'ai toujours su que je voulais travailler et vivre à la ferme. Et ça, même à l'époque où il y avait très peu de femmes qui le faisaient. Les hommes faisaient les travaux d'extérieur et les femmes étaient cantonnées au ménage et à la cuisine pour nourrir leurs hommes. Rien d'autre. Mais cette vie-là, c'était pas pour moi. Le premier boulot que j'ai eu, c'était dans une fabrique de canettes. Avec un pinceau, je devais rabattre les petits bouts de ferraille sur le côté de la canette pour qu'un autre ouvrier puisse les souder ensuite. Je faisais ça 11 heures par jour. C'est ce qui m'a fait me dire que j'allais pas passer le reste de ma vie dans une usine. C'est vers l'âge de 12 ans, je crois, que j'ai acheté mon premier cochon. C'était une truie que j'ai appelée Madame la Cochonne. Et ça fait maintenant 27 ans que je suis éleveur de porc. Alors croyez-moi, c'est dur pour un gars qui s'occupe de ses bêtes tous les jours, H24, de s'entendre dire qu'il ne fait pas comme il faudrait. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours chassé. Notre famille était plutôt pauvre, on mangeait pas souvent de la viande. Alors c'était le boulot des gosses d'en rapporter pour toute la famille. C'est vers l'âge de 8 ans que j'ai commencé à chasser les lapins et qu'on a commencé à manger ce qu'on prenait à la chasse. J'ai grandi à la ville, pas à la campagne. On avait des BMX pour nous échapper de la ville et aller chasser les lapins. J'imagine qu'aujourd'hui les gamins pourraient toujours aller chasser les lapins, mais ils ont d'autres façons de s'amuser, comme les iPads, les ordinateurs, Dieu sait quoi encore comme distraction. Moi, quand j'étais môme, j'avais rien, alors fallait bien que je trouve des idées pour m'amuser. On n'achète jamais de la viande. Toute celle qu'on consomme vient de la forêt. On peut dire que c'est la loi de la nature. Les prédateurs et les carnivores sont destinés à manger de la viande. J'imagine qu'on pourrait peut-être chasser d'une façon qui serait plus éthique et on en tirerait plus de plaisir. On s'est contenté de faire un abri et de mettre un toit dessus. Et puis, on a élevé des animaux dans ce genre d'environnement. Allez, va par là. C'est vraiment formidable. Chacune de ces truies va produire plus de 2 tonnes de viande chaque année. On les met dans ces espèces de cages et on amène le verra devant elles. C'est un peu comme un pipe chaud. Si elles sont en chaleur, ça les stimule. Et elles sont partantes pour la suite. Elles vont pas essayer de s'échapper, elles attendent le mâle. Il nous reste plus qu'à imiter les mouvements du mâle en s'asseyant sur leur dos. On s'assied sur elles et on fait les mêmes mouvements que le verra. On fait pareil. On essaie de faire les mêmes mouvements. Il faut que la femelle soit heureuse, sinon je pourrais pas lui introduire la semence, car c'est elle qui l'aspire en quelque sorte. C'est pour ça que je la stimule avec le mâle à côté. Je m'assieds sur elle comme quand le mâle lui grimpe dessus. Et c'est ce qui lui permet de se contracter et d'aspirer la semence du sachet. Avec mon associé Nigel, on a acheté ici en 1996. Ça fait un peu plus de 20 ans. On possède 3 grandes étendues de terrain. Et on a environ 1500 brebis et moutons reproducteurs. On fait le commerce d'agneaux précoces. On vend environ entre 3000 et 5000 agneaux pendant la période estivale. Au printemps, je fais environ 800 agnelages. Quand on a commencé à travailler ici, nos agneaux étaient destinés au marché britannique pour Noël. Et depuis quelques années, on travaille avec la France et les États-Unis. Mais disons que le gros de nos ventes est destiné au marché européen pour Noël.
Comme la Nouvelle-Zélande n'a pas assez de population pour consommer ce qu'on produit ici, on est obligé de vendre à l'étranger. On ne pourrait pas vivre de notre travail si on ne faisait pas ça. Il arrive bien sûr qu'on perde des bêtes. C'est la vie, je dirais. J'étais professeur dans un collège. J'enseignais les mathématiques, les sciences, la physique, l'électronique et l'éducation religieuse. J'adorais ce métier. Puis on est arrivé ici. On est tombé amoureux de la maison et des alentours. C'était un ancien élevage de poulets. Tous les poulaillers étaient encore là. Alors on s'est demandé ce qu'on allait faire avec tous ces abris qui, à l'origine, étaient destinés aux poulets. Et la seule réponse possible, c'était de faire un élevage de poulets. Et aujourd'hui, on a environ 19 000 poulets. Mais notre client principal en veut de plus en plus. Et petit à petit, le nombre augmente. Et on n'a plus suffisamment de place pour les élever. Alors, on fait appel à des personnes de la campagne qui le font pour nous. Pour un élevage de volailles, je dirais que ce n'est pas très grand ici. Tu pourrais m'aider en soulevant par le bas ? Ils ont été mis dans ces caisses à 2 h du matin à Hamilton. Ils vont rester chez nous environ 6 semaines. Puis après, ils seront préparés et finiront sous un film alimentaire. Ça me pose aucun problème de dire à mes enfants que la viande qu'ils mangent vient de la nature. Mais j'hésite un peu plus à leur parler de ce qui se passe dans les élevages. Je ne suis pas sûr que des enfants soient obligés de savoir comment ça fonctionne dans les abattoirs. Il faut qu'ils en sachent suffisamment afin de pouvoir faire leur choix après. Mais je ne suis pas certain qu'on soit forcé de leur dire « Tiens, regarde ces poulets, regarde ces cochons ». J'ai souvent un peu de mal avec les gens qui achètent de la viande. Parce que souvent, ils ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe dans la chaîne alimentaire pour que la viande passe de la ferme à leur assiette. Et ils ne se rendent pas compte non plus de ce qui se produit pour un animal sauvage quand il va de la nature jusqu'à votre assiette. C'est un processus très long et très compliqué pour un animal élevé pour ça, alors que c'est un processus beaucoup plus simple pour un animal sauvage. Je ne critique pas les gens. Je pense seulement qu'ils ont besoin d'être informés. Même si je suis contre l'élevage en cage, ça ne m'empêche pas d'acheter et de manger du bacon. C'est ce qu'on appelle 2 poids, 2 mesures, non? De nombreuses personnes deviennent végétariennes parce qu'elles ne supportent pas qu'on tue des animaux. Et du coup, elles deviennent végétariennes. Et elles sont également contre la chasse. Ce sont des anti-chasseurs purs et durs parce qu'ils ne savent pas que la chasse, c'est un moyen plutôt éthique d'obtenir de la viande. Il est vrai qu'on tue des animaux et qu'on les emporte après et qu'à cause de nous, ils ne vivent pas paisiblement dans la nature et ne crèvent pas de faim quand ils sont vieux. Ils sont tués quand ils sont jeunes et ensuite ils sont mangés. Mais je crois que le choix... Enfin, le moment charnière où ils passent du stade de carnivore à celui de végétarien, c'est quand ils voient comment les poulets sont traités, comment les cochons sont traités, comment le bétail est traité, et les moutons aussi. C'est à ce moment-là qu'ils se disent « ça suffit, je ne mangerai plus de viande, je vais devenir végétarien ». Alors que je crois que s'ils étaient informés des conditions dans lesquelles se passe la chasse, ils diraient « désormais on va manger que de la viande qu'on a chassée, et pas de la viande d'élevage ». J'entends une brebis qui est en train de brailler. J'ai bien l'impression que ça signifie qu'elle va bientôt mettre bas. Si vous vous approchez, vous pourrez voir qu'il y a eu un petit problème. Il y a une grosseur qui s'est développée sur la face de l'animal ainsi que sur ses pattes. La brebis a eu des difficultés à l'expulser à cause des épaules. Il aurait fallu que je sois là avant pour tirer sur les épaules de l'agneau. Il y a des jours où on a une naissance, et puis d'autres jours on n'en a pas, et le lendemain, il y en a à nouveau 2 ou 3. Vers la fin de la gestation, plus l'agneau va être gros, plus la mise bas va être difficile, évidemment. Quand ce sont des sièges, il faut les aider à mettre bas. Tout ce qu'on peut apercevoir, c'est un petit bout de queue et les pattes pliées comme ça. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tirer dessus et les mettre dans cette position. Le pire des scénarios, c'est quand il nous arrive ça.
Nigel a dit que la tête était sortie, mais il y avait juste son museau qui pointait. Si la tête avait été sortie en même temps que les pattes, ça aurait causé un gonflement. Et c'est là que j'aurais dû mettre la main à l'intérieur pour tenter d'attraper les pattes et les sortir. Tandis que là, c'est une situation beaucoup plus simple. Elle n'a pas pu l'expulser parce que ce sont juste les épaules qui ont coincé. Au moment de sortir, et c'est tout. Allez, va à l'intérieur. Tourne, 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 tourne. Je crois que les animaux nous font confiance. Alors, du coup, ils nous obéissent assez facilement. Allez. On les conduit ici 5 jours avant qu'elles mettent bas. Comme ça, elles peuvent s'installer confortablement. Elles savent qu'elles sont dans un endroit sûr et que tout va bien se passer. Allez, allez. Nous, tout ce qu'on fait, c'est un peu comme une mère qui va à l'hôpital pour accoucher. Si je me réfère à mon épouse, nous avons 3 enfants, et pour le premier, je sais qu'elle était impatiente de rentrer à la maison. Pour le deuxième, elle a apprécié de rester un peu plus, car la sage-femme pouvait lui prendre le petit de temps en temps. Et comme ça, elle pouvait se reposer, être calme, et elle n'avait pas à s'inquiéter des choses de la vie courante. Comme ça, elle avait juste à se préoccuper de son nouveau-né. Et pour son 3e accouchement, elle était super contente d'être à la maternité, et elle n'était pas du tout impatiente de revenir à la maison. On a pris exemple sur les humains avec les truies, et on s'est dit qu'ici, leur seule préoccupation serait de s'occuper de leurs petits. C'est chouette, non? Ce qui serait bien, c'est que chaque femelle ait 13 petits, et qu'on réussisse à en nourrir une 12aine. Ça m'irait bien, ça. Je me rappelle encore que, peu de temps après mon installation, quand on en avait 10 dans une semaine, on trouvait que c'était bien. Aujourd'hui, avec juste 10, on ferait faillite. Pour les animaux ici, c'est leur environnement naturel. Alors quelqu'un qui débarque ici et qui nous dit « c'est pas les conditions naturelles », je suis pas d'accord. Moi, je m'arrête pas aux cages. Moi, ce que je vois, ce sont les petits qui sont protégés et les mères dont on peut bien s'occuper de façon individuelle. En tant qu'éleveur, je vois tout l'intérêt des cages et tous les avantages qu'elles apportent. Je suis vraiment à l'aise pour vous dire tout ça. Les 8 truies qui sont ici vont produire l'équivalent de 1000 agneaux en viande chaque année. Nous faisons de l'élevage sélectif ici. Quand les truies ont plus de porcelets qu'elles ont de mamelles, ce qu'on fait, c'est qu'on met des petits à téter sur d'autres femelles. Comme ça, chacune a plus ou moins le même nombre de petits à nourrir. Alors venez pas me dire qu'on s'occupe pas de nos animaux. Je sais pas ce que mes truies en pensent, mais en tout cas, elles ont pas l'air d'être trop contrariées par la manière dont on les traite. Moi, je vous dis, ce qu'on fait, c'est vraiment pas si mal. Venez jeter un œil à notre incubateur. En fait, c'est comme une grosse poule en bois. En premier, les œufs sont déposés dans cet endroit qui s'appelle le support. Et toutes les 2 heures, ça fait ça. C'est bon pour les œufs. Ça fait du bien aux poussins. Il fait bien chaud. Ensuite, ils sont transférés après l'opération de mirage où on s'assure qu'ils sont féconds. Regardez. Et tendez l'oreille. C'est plein de vie tout ça, alors qu'il n'y avait rien il n'y a pas si longtemps. Tout est parfait. Quelle belle vie. Nous avons un cheptel reproducteur. Nous accueillons 200 poussins chaque semaine. Tous les matins, nous ramassons tous les œufs que nous trouvons au sol. Tous les mercredis, nous les portons à l'incubateur. Mettre un œuf à incuber, c'est un peu comme planter une graine et l'arroser ensuite. Une fois que la température et l'hygrométrie sont correctes, le processus commence. C'est un peu comme lorsqu'une poule se met à couver pendant environ une 12aine de jours. Ils vont tous éclore le même jour. Elles ne commencent d'ailleurs à couver que lorsque le dernier œuf est pondu. Elles ne sont pas aussi idiotes qu'elles en ont l'air. Il pleut des poussins. Le truc marrant quand on y pense, c'est qu'ils remboursent leur nourriture, puisque grâce à eux, on gagne de l'argent. Ils ont personne sur leur dos qui les ennuie. Ils s'épanouissent. Ça a toujours été ça l'idée.
On voulait augmenter nos revenus pour nous aider à payer l'emprunt qu'on a souscrit en achetant la ferme. Parce que la terre est surcotée et on n'a pas assez de revenus pour rembourser cet emprunt. Alors Nigel et moi, on a dû prendre un deuxième boulot pour financer notre ferme. Lui, il est toujours chauffeur routier et il fait ce qu'il peut pour nous aider. Moi, j'ai travaillé dans la police pendant 33 ans. Ça m'a aidé à payer la ferme. Quand j'étais flic, je me levais à 5 heures pour nourrir les veaux. Et ensuite, j'allais brancher les clôtures électriques pour le bétail. J'avais déjà fait une demi-journée de boulot avant de prendre mon service. Parfois, je faisais 60 heures par semaine au poste de police. Et il fallait que je fasse aussi tourner la ferme. C'est une façon de vivre qui est ancrée dans les habitudes du monde rural. C'est comme ça que j'ai été élevée. Vous savez, j'ai un peu de mal avec les gens qui travaillent pas et qui après viennent te dire que c'est juste un boulot que tu fais histoire de t'occuper. C'est fini l'époque où les gens gardaient longtemps le même boulot. Aujourd'hui, ils n'hésitent pas à en changer. Si leur boulot leur plaît pas, ils se disent « je vais me mettre au chômage » ou « je vais en trouver un autre ». Aujourd'hui, il y a beaucoup de fils de fermiers qui veulent pas reprendre la suite parce qu'ils peuvent gagner plus en travaillant derrière un ordinateur que sur une exploitation et ils se salissent pas les mains. C'est un travail manuel et physique et ils veulent plus le faire. Les gens ont toujours des idées arrêtées sur les éleveurs porcins. Mais ils n'ont pas les mêmes préjugés sur les éleveurs de moutons ou les éleveurs bovins. Ça donne pas lieu à des points de vue aussi extrémistes qu'en ce qui concerne les éleveurs de porcs. Nous, à cause de notre boulot, on n'est pas invités à des manifestations. Alors qu'un avocat, un comptable ou encore un directeur de banque va être invité justement parce qu'il est avocat, comptable ou directeur de banque. Personne n'a envie de fréquenter un éleveur de porcs. On n'est pas une profession qui est très recherchée. Allez, pousse-toi, avance. Là, on est en manque de semences. Et j'ai encore 2 femelles à inséminer, alors il va falloir que mes mâles travaillent. Ce mâle est un peu plus vieux et il sait ce qu'il a à faire. Il n'est pas trop fort en préliminaire. On veut avoir la nourriture dont on a envie tout de suite. Et on veut que ce soit comme ça toute l'année. Alors que je me rappelle très bien que lorsque j'étais gamin, on ne discutait pas le fait qu'il y avait certaines saisons pour avoir la nourriture qu'on voulait consommer. De nos jours, la nouvelle génération ne raisonne pas du tout comme ça. Ils ne pensent pas à la saisonnalité des produits, puisqu'avec la globalisation, on peut tout importer. Si les oranges ne sont pas mûres en ce moment en Nouvelle-Zélande, on en importera de Californie. L'idée qu'on doit faire sans un produit est complètement obsolète désormais. Excuse-moi. C'est cruel, hein? On les oblige à s'arrêter. Allez, viens. Va à côté. Va là-bas. D'un point de vue humain, on peut dire que c'est cruel de les garder comme ça. Mais les truies pensent pas pareil. Les animaux ne nous disent pas « Hé, on n'aime pas être dans ces cages ». C'est vrai que du point de vue de l'éleveur, quand on décrit le truc et qu'on le visualise, on peut effectivement se dire « Punaise, c'est cruel comme traitement, elles peuvent pas bouger là-dedans ». Mais si on se met à la place de l'animal, c'est pas du tout la même chose. Les bêtes ont de l'eau, de la nourriture, elles sont à l'abri et ça, tout au long de leur vie. Et c'est tout ce qu'elles veulent. Elles sont protégées et tout ça sans stress. Et pourtant, on essaie de nous mettre dans la tête que c'est pas bien. Chasser, c'est l'exact opposé de faire ses courses dans un supermarché, je pense. La boutique n'est pas toujours approvisionnée en nourriture. Celle-ci est difficile à trouver. C'est un peu comme une chasse au trésor en réalité. C'est saisonnier. Ça peut prendre un jour, ça peut en prendre 2 avant d'avoir une proie. Et parfois, je pars toute une semaine. C'est là que je vais pouvoir faire le plein de mon réfrigérateur. Aujourd'hui, pas de chevreuil. Pas de chevreuil hier non plus. Apparemment, ils sont pas nombreux sur les bords de la rivière. On est tôt dans le printemps. Et les chevreuils doivent encore être dans les hauteurs. Ils ne sont pas encore descendus pour brouter l'herbe. Alors, ça sert à rien que je me mette en chasse parce que j'ai vu aucune empreinte de chevreuil nulle part dans le coin. Je crois qu'il va falloir qu'on grimpe
plus haut dans la montagne, vers le sommet, si on veut trouver des animaux. Il me semble que mes 4 sens sont plus en connexion avec ce qui est autour de moi quand je chasse. C'est une sensation extraordinaire qui titille l'instinct de chasseur-cueilleur qui réside dans chaque être humain. Lorsque vous ralentissez votre allure, tous vos sens se connectent à l'environnement qui se trouve autour de vous. C'est quelque chose d'indispensable. Imaginez un animal qui vit ici où il n'y a aucun bruit à part ceux de la rivière et de la pluie. Ces animaux entendent tout, ils voient tout. C'est l'inverse des humains qui se sont déconnectés de la nature. Parce qu'il y a tellement de bruit parasite qui les entoure en permanence. Rien que le fait d'être ici dans le bush, c'est un sentiment extraordinaire. Je répète souvent à ceux qui sont non-chasseurs et que j'amène à la chasse de ne pas faire de bruit, de se taire et de murmurer. Il faut se mettre en mode silencieux. J'ai toujours eu mon franc-parler. J'ai toujours fait ce qui me plaisait. J'ai jamais eu peur de rien et c'est tout. Ouais, j'ai aucune limite. Une femme est capable d'absolument tout faire. Dans le coin où j'ai grandi, je n'étais entourée que par des garçons. J'étais la seule fille. Du coup, ça m'a habituée aux bagarres et ouais, c'est sûr que j'étais pas la dernière à me jeter dans la mêlée. Et j'avais besoin de personne pour me défendre, je vous le dis. J'ai jamais eu peur de rien, vous comprenez? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Je repense à ma mère. Elle faisait pas de travaux physiques à l'extérieur. C'est ça la génération dans laquelle j'ai été élevée. Avant, les nanas n'avaient aucune opportunité de faire quoi que ce soit. C'était les mecs qui dirigeaient tout. Il y a encore 40 ou 50 ans, ils n'auraient jamais engagé une femme comme berger. J'ai été élevée avec l'idée qu'il fallait avoir de la force comme un mec pour faire les choses. Et ben, c'est pas vrai. C'est à toi de te débrouiller dans la vie. On y est. Je fais ça comme une femme. Les brebis sont plus lourdes que moi. Elles font dans les 80-90 kilos. Ça va être plus facile comme ça. Et en plus, elle peut pas se sauver de cette façon. Elle va être bien comme ça, sur le côté. C'est parfait, nickel. Je vais la ramener comme ça à la maison, sinon il aurait fallu que j'aille chercher la remorque. Ça va aller beaucoup plus vite en faisant ça. En arrivant, je la remettrai dans un enclos. Et je vais lui trouver un agneau pour qu'elle puisse l'allaiter. Parce que ça, c'est un agneau plus âgé. Celui-là doit avoir dans les 2 semaines. C'est bizarre, je suis sûre que c'est pas le froid qui a tué cet agneau. Il était trop grand pour ça. Et cette brebis a plein de lait, alors ça doit être un truc comme vous dites. Vous savez, la mort subite du nourrisson, un truc du genre. Elle a les mamelles pleines de lait, alors c'est certain que je vais lui donner un autre agneau à allaiter. On va pouvoir laisser ce poulailler et passer au prochain, je crois. Je pense que la plupart des éleveurs ont envie que les animaux qu'ils élèvent soient en bonne santé. Ils veulent qu'ils s'épanouissent afin de faire un bon produit, un produit sain. Si certains sont assez stupides pour mettre en danger la santé de leur troupeau ou de leur cheptel, alors c'est vraiment tant pis pour eux. On a décidé d'élever les poulets en plein air, mais pour faire ça, il vous faut un terrain très étendu. Ces volatiles sont pires que des bulldozers. Ils vous ravagent absolument tout sur leur passage. Il ne reste plus rien.
Ce sont des démolisseurs de première. Aujourd'hui, tous nos animaux sont élevés à l'intérieur. Je crois sincèrement que les gens, enfin, que beaucoup de gens aiment les animaux. Et que quelque part, ils pensent que les animaux raisonnent comme eux. Ils se disent des trucs du genre « À quoi pense cette pauvre vache toute la journée dans son étable ?» Alors qu'il est fort probable que les vaches, ça pense pas. On dirait qu'ils ont envie de donner aux animaux ce que eux-mêmes ont. C'est ça qu'ils aimeraient faire. Voyez? Alors, si un jour vous voyez une chèvre conduire une voiture, vous saurez qu'ils ont réussi. Du tout premier jour où on a commencé à avoir des poulets, on avait déjà une idée très claire du nombre de volatiles qu'on souhaitait avoir dans cet endroit tout particulièrement. On voulait qu'ils puissent courir et faire ce qu'ils avaient envie de faire. Alors on est bien au-dessous du nombre d'animaux qu'on pourrait accueillir chez nous. On a 400 poulets dans chaque poulailler. Mais si on voulait aller jusqu'aux limites légales, on pourrait monter jusqu'à 1200 peut-être. Ouais, c'est dingue. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la complexité qu'il y a à produire de la nourriture dans notre monde. L'une des particularités de l'élevage porcin, c'est qu'il n'y a pas de saisonnalité dans notre production. On produit la même quantité 52 semaines par an. Et comme c'est une consommation purement nationale, nous sommes un assez bon baromètre de la consommation de viande de porc. Il y a Noël qui est une période spéciale de l'année pour nous, parce qu'il y a une forte demande en jambon sur une seule et même journée. Les vacances scolaires. Nous le savons dans notre domaine, les vacances scolaires sont l'époque où les gens sortent plus avec leurs enfants et ils vont plus dans les fast-foods. Donc la demande baisse. Et il y a aussi une chose très spéciale qui affecte notre industrie, et cette chose, c'est le loto. On ne peut pas vendre de porc lorsqu'il y a des super cagnottes, parce que la demande en viande diminue. Les priorités des consommateurs changent. Ils passent d'une demande de viande de qualité à des produits moins coûteux pour la semaine de la super cagnotte, parce qu'ils préfèrent acheter des tickets de loto pour cette cagnotte. Et ensuite, il y a aussi l'effet boule de neige qui se produit. Au fur et à mesure de l'augmentation des super cagnottes, 5, 10 millions et plus, l'engouement des consommateurs pour le loto augmente. Et ils dépensent 20 ou 30 $ de plus sur des tickets de loto afin d'obtenir la vie de rêve qu'ils ont toujours voulu avoir. C'est toujours un rêve inaccessible parce que les chances de gagner sont inexistantes. Alors, le seul moyen pour eux de nourrir leurs enfants, ces semaines-là, c'est de leur dire « On va manger des trucs tout faits ou aller au fast-food cette semaine ». C'est ce qu'il y a de moins cher pour nourrir des enfants. En fait, ils ne connaissent rien d'autre. Ils ne mangent pas un repas de qualité tous les jours. Mais les gens ne pensent pas à tout ça à court terme. On s'en rend compte sur le long terme. On s'aperçoit que les gens consomment de moins en moins de viande de qualité. Et au final, les habitants de ce pays se portent moins bien. On s'en rend compte en termes d'obésité ainsi que dans tous les indicateurs qui touchent à la santé. Allez les enfants, voici votre nouvelle maison. J'ai pas envie de passer le reste de ma vie à travailler pour acquérir des biens matériels. Je préfère faire ce que j'ai envie. Je me contente du minimum, des choses de base. Mais je dois avouer que je me fais du souci pour mes enfants. C'est surtout dû au fait qu'aujourd'hui, à leur âge, ils se préoccupent surtout de jouer sur leur ordinateur et tous leurs nouveaux jeux du même acabit. Je les encourage du mieux que je peux à sortir de la maison, à profiter de la nature. C'est super de pouvoir leur enseigner les techniques de vie dans la nature, le respect pour les animaux, les bases de la chasse. Je voudrais leur faire comprendre qu'on peut avoir une belle vie sans pour autant posséder tous les derniers gadgets en vogue. Mais à chaque fois qu'on va faire des courses, que ce soit dans les magasins de sport ou au supermarché, mes enfants me réclament un jouet. Je leur dis « Non, je veux bien t'acheter un outil ou une arme, mais je refuse de t'acheter un jouet. » Je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui chassent et qui se promènent dans la nature, qui pêchent, enfin, qui font toutes ces choses, et qui seraient capables de transmettre leurs connaissances aux futures générations. Il y en a de moins en moins des gens comme ça.
alors que leur nombre devrait être en augmentation. De plus en plus de gens s'éloignent des connaissances les plus basiques. Il y en a de moins en moins qui savent allumer un feu. Ils savent même pas par où commencer. Ils savent pas quel type de bois utiliser. Ils savent comment utiliser un briquet ou une boîte d'allumettes, mais c'est à peu près tout. C'est ahurissant de voir le nombre de gens qui, sans avoir recours à un produit inflammable, sont capables d'allumer un feu. C'est ça la nature humaine, pas vrai? Tout le monde va vers la facilité. Personne veut se donner un peu de mal pour obtenir des choses. Tout ce qu'on fait, c'est prendre, 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 mais on donne rien en retour. Mais le jour où les ressources naturelles seront épuisées, alors là, il faudra bien trouver des alternatives. Mais en attendant que ça arrive, on va continuer à conduire nos voitures pour aller au boulot, continuer à acheter de la viande au supermarché, continuer à faire des barrages sur les rivières pour avoir de l'énergie. L'ignorance, c'est une bénédiction, pas vrai? Je dirais pas que c'est une ferme facile à entretenir. L'élevage intensif, en ce qui me concerne, c'est que j'essaye de tirer le maximum de mes capacités pour faire tourner mon affaire. Et c'est vrai qu'il faut y mettre beaucoup de travail personnel. Des tas de gens pensent qu'ils travaillent beaucoup, mais ce n'est pas la réalité. En fait, ils ne font que faire le strict minimum. Mais si je veux gagner de l'argent avec ma ferme, il faut que j'en fasse le plus possible. Ouais, je suis fière de ce que je fais. Si on fait pas bien son boulot, autant rien faire du tout. J'enlève toute cette merde. J'ai pas envie de la mettre sur moi. Je lui enfile un peu comme on enfilerait un pull à un enfant. C'est à peu près ça. Je vais lui passer les deux pattes avant. Dans les deux trous. La seule différence que la brebis va noter, c'est que son agneau était de couleur blanche et que là, c'est un peu plus foncé. Mais quand elle va sentir son odeur, elle devrait bien prendre la chose. Quand elles sont plus vieilles, ça prend plus longtemps. C'est plus difficile de les tromper. J'ai fait des trous à l'arrière pour y faire passer les pattes. Vas-y, petit, mets-toi debout. Et le voilà avec son nouveau pelage, prêt à rencontrer sa maman d'adoption. Il reste même la queue de l'autre. La peau est un peu grande, mais ça devrait le faire, et d'ici un jour ou deux, elle va l'avoir accepté. Et je pourrais lui enlever cette peau, elle croira que c'est son agneau. Ça va le faire. Je vais aller le remettre. Il va aller rencontrer sa nouvelle maman. Oh oui, voici ta nouvelle maman. Oui, tu veux bien de lui, toi. Voilà une petite bestiole qui était quasiment morte il y a encore 2 jours. Enfin, moi, je croyais qu'il était mort. Je lui ai trouvé une maman de substitution qui va le nourrir et remplacer celle qu'il a abandonnée. Et le plus drôle de l'histoire, je dirais plutôt même le plus ironique, c'est que si elle ne nourrit pas un agneau, elle va finir à l'abattoir. Vous voyez ? Ici, ce n'est pas vraiment une ferme avicole. Les poulets que vous achetez au supermarché, ils peuvent s'estimer heureux s'ils vivent 5 semaines avant d'être abattus, alors que nos volailles sont élevées pour la ponte. Les consommateurs chinois veulent des volailles tuées alors qu'elles étaient sur le point de pondre, c'est-à-dire quand elles ont environ 16, parfois 17 semaines. La viande que vous obtenez alors a une texture différente, un goût différent. C'est ce que veulent les consommateurs. Ils doivent donc payer pour le temps supplémentaire où je dois élever les volailles pour qu'elles soient à leur convenance. Ce qui signifie que c'est un marché de niche. Nous sommes satisfaits du volume que nous obtenons et qui contribue à notre survie financière. Ils en veulent plus. Légalement, nous pourrions doubler le nombre de poulets que nous produisons. Mais ce que nous aurions à faire pour vendre plus de volailles ne nous emballe pas. Leurs conditions de vie seraient terribles. Alors nous produisons moins de poulets que nous le pourrions. Mais nous sommes heureux de ce que nous faisons. Évidemment que nous voulons gagner de l'argent, mais nous ne voulons pas en gagner coûte que coûte. C'est sûr.
Je pense pas que l'animal mérite de mourir parce que j'ai fait des kilomètres de marche, non. C'est pas pour ça. C'est juste que si je devais aller au supermarché pour chercher ma nourriture et que le supermarché était à 10 kilomètres, je marcherais quand même. Je resterais pas assis à mourir de faim. Eh ben, c'est pareil pour la nourriture qui sert à alimenter ma famille. S'il faut que je fasse des kilomètres pour tuer l'animal, peu importe. Avec la chasse, il y a toujours un but. Et moi, ça me motive. J'ai jamais trop compris les alpinistes qui escaladent les montagnes juste pour planter un drapeau au sommet et ensuite, ils redescendent. Moi, je grimpe en haut des montagnes s'il y a du gibier à tuer. C'est ça le but de la chasse. Ouais, c'est difficile à réaliser comme but. Il faut bien 5 sorties de chasse infructueuses pour une où je vais avoir de la chance. Et parfois, c'est même plus que ça. Faut que j'aille 10 ou 12 fois à la chasse avant de réussir à tirer quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de se balader dans la forêt en s'éloignant de la route et de tirer sur un animal. Faut toujours trouver des coins nouveaux et découvrir des endroits qui resteront secrets. C'est bien de faire ça parce que les animaux changent de coin suivant les époques de l'année. En général, je peux quasiment prévoir où va se trouver un animal suivant la période où on est, ce qui est plutôt pratique. Car contre une rémunération, des gens peuvent venir tuer ces animaux. D'une certaine façon, je crois que j'ai mis à la mode ce style de vie. C'est un challenge permanent de défendre notre droit à élever nos animaux. On doit défendre ce que l'on fait et comment on le fait. Les gens nous disent « Ah, c'est cruel de les élever pour ça » et tout un tas d'autres choses. Mais aucun de ces cochons ne serait venu au monde si les gens ne mangeaient pas de porc. Alors, il y a quelque chose qui m'énerve, c'est de voir qu'un éleveur passe tellement de temps à produire de la nourriture et après, vous lisez les articles sur les gaspillages de la nourriture par les citadins qui achètent des choses qu'ils jettent ensuite. On raconte qu'il y a jusqu'à 40% de la nourriture achetée qui est gaspillée, qui n'est pas consommée, ce qui en tant qu'éleveur est plutôt démoralisant. Je produis environ 4500 porcs tous les ans. Ça fait donc à peu près 1600 d'entre eux qui ne sont pas consommés. C'est horrible pour moi de savoir ça. J'ai produit 1600 porcs pour rien si 40% d'entre eux ont été foutus à la poubelle. L'impact que ça a sur l'environnement est extrêmement important. Quand on pense à tous ces camions qui transportent de la nourriture qui n'apportera jamais aucun apport nutritif à un être humain, c'est de la nourriture qui est complètement gaspillée. Alors, même si on est bien conscient qu'une partie de ce gaspillage va retourner dans la chaîne alimentaire, c'est quand même pas une façon très intelligente de produire des cochons. Ça aurait été plus malin de ne jamais les faire venir au monde. Je crois que j'aimerais voir les consommateurs, c'est-à-dire ceux qui achètent notre production, peut-être plus respectueux de l'effort qui a été fourni pour produire cette nourriture pour eux. Et ceci à un prix qui leur convient. Et il faudrait qu'ils réalisent que c'est comme ça que se produisent des catastrophes environnementales. Parce que nous devons surproduire afin que les consommateurs puissent gaspiller. Si vous balancez une douzaine de saucisses de porc, c'est autant que je n'aurais pas eu à produire. Regardez-les. C'est ma faute, je les stresse en restant dans la porcherie. C'est ma faute. C'est ça, les petits. Ils commencent à se bagarrer pour se faire une place dans le groupe. Ce sont deux petits mâles qui veulent en découdre. Non, non, ce sont des femelles. C'est encore pire. Elles se disent bonjour à leur manière à elles. J'ai jamais eu peur. Non, jamais. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour. De quoi est-ce que j'aurais eu peur? Vas-y, Pépère, pousse! Vous savez, quand j'ai intégré la police en 1979, les fliquettes, comme on nous appelait alors, on était tout juste bonnes à faire le café et à nous occuper des gamins. Bah, ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Jusque-là, je m'étais pas vraiment rendu compte que les femmes étaient traitées différemment. Il a fallu que j'intègre la police pour le réaliser vraiment. Sans blague, ça allait pas pouvoir le faire. Faut dire que c'était un univers totalement dominé par les hommes. Ils étaient pas très ouverts en ce qui concerne les femmes. J'avais un sergent qui considérait que les femmes ne devaient pas se trouver dehors après 23 heures.
Il a fallu que ça change, et rapidement. Si j'avais pas été aussi volontaire, c'est sûr que je me serais fait marcher dessus. Je me souviens encore de mon supérieur qui me disait « Il est 23 heures, c'est bon, tu peux rentrer au poste ». Je lui disais non, à paye égale, travail égal. Je le voyais alors se gratter la tête parce qu'il n'avait jamais rencontré de femme qui voulait aller à l'affrontement. Moi, j'étais toujours la première à vouloir y aller. « Poussez-vous de là, les mecs, j'arrive !» C'est comme ça et c'est tout. J'ai pas idée du nombre de délinquants que j'ai bouclés. Quand j'étais à Shannon, j'ai bien dû en arrêter 120 en une année. Quand j'ai été affectée là-bas, personne ne voulait y aller. Pas même les mecs. Ils voulaient surtout pas avoir affaire aux gens du voyage, parce qu'eux, ils n'hésitaient pas à leur tirer dessus. C'était pas évident, mais j'ai gardé le cap et j'y suis arrivée. J'étais juste avec tout le monde, peu importe à qui j'avais affaire. Je faisais aucune différence entre les gens, quelle que soit leur couleur, leur race ou leur niveau social. Tout ça, ça n'avait pas d'importance pour moi. Je m'en moquais pas mal. J'étais correcte avec tout le monde. Ils savaient à quoi s'en tenir avec moi, c'est tout. Je dirais que depuis une dizaine d'années, les choses ont vraiment changé. Les femmes ont plus d'opportunités qui s'offrent à elles. Et ça, c'est vrai dans le monde entier. Alors, je me fais plus trop de soucis en ce qui concerne l'égalité homme-femme. Je m'inquiète surtout pour les futures générations. Ils savent franchement pas se débrouiller pour faire les choses. Par exemple, quand je reçois de jeunes employés et que je leur demande de me réparer ou construire un truc basique, la plupart, ils savent pas comment utiliser un marteau et des clous. J'ai vraiment été médusée de constater ça. Moi, quand j'avais 3-4 ans et que je me suis servi d'un marteau pour la première fois et que je me suis tapé sur les doigts, ça m'a servi de leçon et petit à petit, j'ai appris à faire gaffe. Ils n'ont aucune idée pour quoi que ce soit. En fait, ils sont trop habitués à appuyer sur une touche d'ordinateur et à ce que tout soit déjà prémâché. Ces nouveaux systèmes sont mieux. Comme ça, ils ne saignent pas. On n'aura pas à le nettoyer, c'est mieux. Peut-être que demain matin, il faudra juste lui mettre un seau d'eau fraîche sur la tête et ça fera l'affaire. Allez. Nous élevions des volailles dans une affaire précédente qui marchait plutôt bien. Et puis, un jour, on nous a avertis qu'il allait falloir qu'on s'automatise, ce qui signifiait que les poulets allaient probablement avoir la tête et les pattes tranchées alors que nous, on les laissait. Alors on a pris le taureau par les cornes et on a décidé de monter notre propre abattoir, ce qui était un sacré truc. Et petit à petit, on est arrivé à en abattre 800 par semaine. Ouais, c'est notre moyenne aujourd'hui. Un gros abattoir en tue environ 95 000 par jour. Alors comme vous le voyez, nous sommes un peu plus modestes. Les cajots passent dans cet appareil, où les volailles vont être anesthésiées. Ensuite, on les met inconscientes dans ces cônes, tête la première. Leur carotide est tranchée et les volailles sont saignées. Ensuite, elles sont placées dans ce bac où elles sont ébouillantées, puis elles vont être plumées et dirigées vers la zone d'éviscération. 2 personnes sont chargées de les vider de leurs entrailles. Et ensuite, ils les mettent dans ce bac de réfrigération. Les volailles sont ensuite pesées, puis mises sous emballage et on les vend le jeudi matin. Voilà, c'est ça la réalité de la vie. Il faut manger pour vivre. Et le fait est que nous mangeons des animaux. Alors, quand il faut les tuer, il est impératif de le faire avec le plus de bienveillance possible. Quand je suis à la recherche de personnel, j'aime bien embaucher de jeunes retraités. C'est super. Vous parlez avec eux. Alors, comment ça se passe la retraite? Oh, c'est super, c'est merveilleux d'être à la retraite. Et vous faites quoi de vos journées? Oh, j'aimerais bien me trouver une occupation. Alors, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Et du coup, je les embauche. Les retraités ont de l'expérience. Les femmes sont peu susceptibles de tomber enceintes et ils crèvent d'envie de se trouver une occupation. Et en plus, ils sont pas contre un petit peu d'argent de poche. Ouais. Et j'ai constaté qu'ils étaient plus fiables que des personnes plus jeunes, même si nous avons eu des jeunes qui étaient d'excellents éléments. Mais évidemment, ceux-là, vous ne les gardez pas longtemps. Meilleurs ils sont et moins longtemps ils restent. J'ai aperçu des animaux. On va patienter pour voir ce qu'ils vont faire. Je vous vois, mes cocos. Ils se sont arrêtés sur un piton rocheux. S'ils restent où ils sont, ce serait génial. Comme ça, ils sont à portée de fusil. On aura juste à rester en bas de la colline, là où on aperçoit la neige. Il suffira après de progresser doucement. Et petit à petit, on arrivera jusqu'à eux. On sera peut-être obligé de monter jusqu'au sommet.
sont là-bas, sur le gros amas de neige. J'ai pas l'impression qu'ils nous ont vus. Ils sont pas stressés. Je vais me préparer. C'est un système qui est bien rodé. Les truies que nous isolons aujourd'hui commenceront à s'accoupler vendredi matin. Je vais commander plus de semences aujourd'hui. Comme ça, celles qui sont en manque depuis aujourd'hui seront à point pour vendredi matin. Et nous recommencerons l'insémination artificielle vendredi. Comme ça, celles qui sont abstinentes aujourd'hui retourneront au mâle lundi prochain. C'est reparti pour un tour. On a de quoi être bien occupé. Je ne pense pas que l'argent soit ma seule motivation. Je me suis organisé une petite vie autour de cette activité et l'argent est le résultat d'un système qui tourne bien. J'ai pratiqué de nombreux sports et l'argent, c'est comme gagner la coupe. C'est l'ultime récompense. Que ce soit un match de foot de 90 minutes ou un match de rugby de 80 minutes, vous devez prendre des décisions qui vont peser sur le fait que vous allez gagner ou perdre la partie. Et c'est ce qu'on fait tous les jours de l'année dans notre entreprise. Je dois mener notre société jusqu'au succès et faire de mon mieux pour ça. En fait, la motivation est identique qu'il y ait de l'argent ou pas à la clé. Finalement, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. Quand je repense aux échecs que j'ai pu avoir, je m'aperçois que j'ai été encore plus affecté lorsqu'il n'y avait pas d'argent en jeu que lorsqu'il y en avait. La vie est un jeu et vous jouez pour gagner. J'espère que je ne vais pas vous sembler arrogant à vouloir toujours gagner, mais c'est quand même mieux d'essayer de toujours finir dans le peloton de tête, non? C'est donc une stratégie que j'applique à ma ferme. Si je m'occupe bien de mes bêtes, ou si je prévois les bonnes conditions météo, ou si j'anticipe bien les ventes, le résultat sera que j'obtiendrai un revenu plus important. Mais ce n'est pas ça ma motivation première. Moi, ce que je veux, c'est prendre les bonnes décisions. Si je voulais gagner plus d'argent, il y aurait d'autres moyens plus lucratifs que de m'occuper d'une ferme. Tout ce qui se passe mal fait toujours les gros titres des journaux. Et certaines personnes ne voient vraiment pas plus loin que le bout de leur nez. En fait, la raison pour laquelle nous leur coupons la queue, c'est que les moutons et les agneaux peuvent être infestés par les mouches à viande, qui vont pondre sur eux, au risque de provoquer des miases, qui sont des infections occasionnées par la présence dans le corps de larves parasites. Alors, il faut être super vigilant. Parfois, il me semble que la société se porterait mieux si elle s'occupait mieux de ses humains, plutôt que d'essayer de vouloir démontrer aux fermiers ce qu'ils devraient ou ne devraient pas faire. Charité bien ordonnée commence par soi-même, et je trouve que la société ferait bien de s'occuper déjà d'elle. Je me dis parfois que si on appliquait à l'ensemble de la société les règles qu'on applique dans une ferme, on résoudrait bien des problèmes. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, quand on voit l'éducation que reçoivent certains enfants de nos jours, avec des gens qui se droguent et qui picolent, alors qu'ils ont un bébé de seulement quelques mois, ils ne devraient plus avoir le droit de... C'est quelque chose qui est totalement répréhensible. Vous savez que nous, on traite mieux nos animaux que certaines personnes traitent leurs enfants, en leur interdisant tout espoir de s'en sortir dès le plus jeune âge. La moitié de ces incapables de parents nourrissent leurs enfants avec de la nourriture de mauvaise qualité. Quand vous vous occupez d'animaux, il faut que ces derniers puissent en quelque sorte être sûrs que vous ferez tout ce qu'il faut pour qu'ils aillent bien. C'est pour ça que lorsque vous les mettez dans les cages qui vont aller dans le camion, qui va les conduire à l'abattoir, vous trompez un peu la confiance qu'ils ont en vous. Parce que vous décidez de quelque chose qui ne les emballerait pas s'ils avaient leur mot à dire. Quand vous discutez avec des gens lors d'une soirée, par exemple, et qu'ils vous demandent « Vous faites quoi dans la vie ?»« J'élève des volailles. »« Oh, quel genre de volailles ?»« Ben, j'élève des poulets. »« Oh, vous êtes producteur d'œufs ?»« Non, je les élève pour leur viande. » Ils disent « Oh, ah oui. »
Vous voyez? Ils ne me demandent pas comment vous faites pour les tuer. La plupart des gens ne veulent pas qu'on tue des animaux, mais pourtant, ça ne les empêche pas d'aller au supermarché acheter leur filet de poulet proprement emballé. Ils mettent une distance entre eux et ce moment particulièrement déplaisant. Ils ne voient jamais l'animal vivant. Mais c'est la nature humaine, vous savez. On n'a pas envie de faire de mal. Lorsqu'on rassemble les poulets pour ce qui va se passer le lendemain matin, nous attendons qu'ils soient endormis. On met une lampe frontale, on saisit l'animal pour le mettre dans la cage. Il se réveille à peine. Je suis mal à l'aise quand je choisis les animaux qui vont être tués. J'ai l'impression d'être un traître. Elles étaient sympas, ces pauvres bêtes. Quand il gaze les poulets, moi, je suis censé travailler aux différents postes de la chaîne de production. C'est pas un travail très varié, mais j'imagine que c'est comme ça que ça doit se passer. J'étais sûr qu'un jour je ferais ce boulot. J'ai accepté ce travail parce que c'est du travail. J'ai toujours accepté toutes les propositions d'emploi qu'on m'a faites. C'est vrai que c'est un boulot qui semble horrible quand on arrive ici la première fois. Et c'est vrai que je suis pas aussi cynique que certains. Il y a un gars que ça chamboule aussi, mais qui ose pas le dire. Alors, au lieu de l'avouer, il arrête pas de parler du poulet en disant qu'il a l'air appétissant, qu'il voudrait bien le manger, que c'est super bon comme plat. Et il fait ça à chaque poulet qu'il tue. Et c'est souvent quand il fait très chaud et qu'il y a beaucoup de vapeur, ou quand ça sent particulièrement mauvais, qu'il se met à dire que ce poulet a l'air super délicieux et qu'il aimerait bien le dévorer. Je crois qu'il se concentre sur le fait que c'est de la bonne nourriture pour faire passer ce mauvais moment. Chacun d'entre nous a ses trucs. Je reconnais que je ne mange plus autant de viande qu'avant. Ça me tente moins aujourd'hui. Avant, je pouvais dévorer un poulet entier, rien qu'à moi tout seul. Et maintenant, je le partage volontiers avec toute ma famille, parce que je sais ce qui est arrivé à cet animal avant qu'il soit dans mon assiette. Je trouve que les gens ne sont pas censés voir comment on tue des animaux. Mais je suis sûr qu'ils gaspilleraient moins de viande, moins de produits animaliers, et moins de choses en général, des choses qui causent de la souffrance quand on les produit. Ils gaspilleraient moins s'ils avaient dû affronter la réalité. Les animaux sont vivants et l'instant d'après, ils sont morts. Et c'est pas la fin du monde pour autant. Ils ont été élevés pour devenir un aliment. Alors on peut se dire qu'ils seraient pas venus au monde si les gens ne les mangeaient pas après. Mais tant qu'ils sont vivants, on doit leur apporter de la considération. Je me suis pas fixé de limite du genre, après avoir tué 5000 poulets, je démissionne. Parce que si j'avais fait ça, j'aurais qu'une envie, ce serait de partir. Mais maintenant, quand j'y pense, je me dis que pour moi, si le fait de tuer ne me perturbait pas plus que ça, si je devenais complètement insensible à tout ça et que je me disais « Oh, c'est juste de la viande », alors là, je partirais. Ouais, je démissionnerais. C'est super calme ici. C'est le grand silence. On se croirait dans un supermarché dans un film d'horreur, ou un truc du genre. Il n'y a personne aux alentours. T'arrives, il n'y a personne. Allez. Je vais la vider. Je vais lui enlever ses boyaux. En plus, celle-là, elle a une fourrure superbe. Je vais bien lui enlever. Il n'y a pas si longtemps, j'étais encore en train de me promener dans la montagne. Je me baladais, tranquille. Et voilà, 2 secondes après, bang, je l'ai tué. Je vais le vider de tout le sang qui reste. C'est assez chouette comme vision, non? Avant, je travaillais comme frigoriste dans un abattoir. C'était déprimant. Il y avait l'odeur de la mort qui régnait là-dedans. On sentait la mort, on entendait la mort. C'était un boulot vraiment super déprimant. Je l'ai fait pendant 4 mois peut-être, et après je pouvais plus. Je gagnais bien ma vie, et le boulot était pas inintéressant, mais c'était le fait d'évoluer dans cette odeur de mort. Jour et nuit, c'était un peu déprimant. Ça prend un peu de temps avant qu'on s'habitue à tuer des animaux.
Au début, ça m'attristait. Je me souviens du premier cerf que j'ai tué. J'avoue que j'ai versé quelques larmes. J'étais super triste. Et c'était pareil la première fois que j'ai tué un lapin. J'étais gamin et j'arrêtais pas de chialer. Mais aujourd'hui, j'ai tellement tué d'animaux que je suis un peu habitué. Et ça me fait plus grand-chose. Je suis pas triste. C'est vrai que c'est malheureux que l'animal ne puisse plus se balader dans les montagnes. Mais le fait que j'ai plein de nourriture à rapporter à la maison l'emporte sur la tristesse de la situation. J'oublie complètement que c'est un événement un peu douloureux. Aujourd'hui, nous allons tuer les plus petits d'entre eux. Je vais donner un peu de soleil à mes cochons. Certains d'entre eux vont en boire pour la dernière fois. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis vite émue quand je regarde des films avec des animaux. Il m'arrive souvent de pleurer et en les regardant, je suis bon public. Je pleure un bon coup et puis je me remets au travail. Ensuite, je peux aller tuer un mouton ou un cochon. Après tout, quand ton heure est arrivée, ton heure est arrivée. J'ai envie de découvrir la nature comme le Grand Canyon. Les villes, ça m'intéresse pas. J'aimerais bien aussi aller au rodéo de Calgary au Canada, par exemple. Mais d'un autre côté, dans tous ces pays lointains, il y a la menace terroriste et j'ai sûrement pas envie de disparaître dans une explosion. Si ça devait mal tourner et que je me retrouve menacée à bord d'un avion, une chose est sûre, c'est que je me laisserai pas faire. Je ferai tout pour rester en vie coûte que coûte. Je suis pas du genre à rester assise dans mon siège à attendre que ça passe. J'espère vivre le plus longtemps possible. Je crois que la réponse, c'est de rester actif. Tu vas pouvoir le lever? Tant que tu bouges et que tu fais des choses, ça va. C'est quand tu restes assis dans ton canapé à glander que tu meurs. Alors il faut se bouger. Je travaillerai toujours à la ferme et je resterai toujours ici. J'irai jamais dans une maison de retraite. Je préférerais encore mourir tout de suite. Vous avez le droit à un jour de rab, mes pépères. Allez, on y va. Je ne pense jamais à ma vie en termes de succès. Je fais ce qui me plaît. Je suis pas coincé dans un bureau. Je travaille pas en usine. Je suis très heureux de la vie que je mène. Je m'inquiète pas trop de l'héritage que je vais laisser. Laisser un bon souvenir, c'est ça que j'aimerais. Tout le reste, c'est matériel. Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme un bon gars. Vous voyez? Quelqu'un qui ne disait pas de mal des autres, qui profitait pas d'eux. Tous les gens que j'ai rencontrés, je voudrais qu'ils se disent en me quittant que ça a valu le coup de me croiser un jour dans leur vie. Oui, je crois que si le but premier des gens dans l'existence, c'était d'être sympa avec les gens qu'ils rencontrent, on aurait sûrement plus besoin des forces armées, qu'elles soient de mer, de terre ou de l'air. La police disparaîtrait. Il n'y aurait plus que le service des objets trouvés. Je crois que ce serait pas plus mal comme ça. J'aimerais bien que ça arrive, oui. Mais c'est quand même un peu présomptueux de penser que si tout se passait comme je le souhaite, ça irait mieux. Je viens d'avoir 39 ans, j'approche de la quarantaine. J'ai choisi de faire ce qui me plaît dans la vie, ce qui me passionne. J'avais déjà pris cette décision il y a belle lurette. Je voulais pas participer à la foire d'empoigne de cette existence où l'argent mène le monde. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour avoir cette vie. Et j'avoue que je suis parfois un peu soucieux de savoir où je vais trouver l'argent pour rembourser mes emprunts, mais l'un dans l'autre, je m'en sors. Franchement, vu ce que j'attends de l'existence, il n'y a pas grand-chose que je ferais différemment si je pouvais revenir en arrière. Quand je pars de chez moi pour aller jusqu'à ma ferme, je lève la tête et je me dis « Tout ça, c'est à moi. C'est moi qui l'ai bâti. Je mérite d'avoir ce que j'ai. » Ces cochons ont maintenant 5 mois et demi. Et c'est l'heure pour eux de monter dans le camion. Ils ne se rendent pas compte de l'endroit où ils vont. Ils sont un peu comme les gamins qui sont contents de prendre le bus, mais qui n'apprécient pas forcément d'aller à l'école. Mais ils aiment quand même la balade en bus. Et ils trouvent ça sympa. Je ne sais pas si un jour on n'arrivera plus à en souffrir, mais toujours est-il qu'on finit par accepter que chaque organisme vivant doit mourir à un certain stade. Ça fait partie du processus naturel de la vie et de la mort. Ce camion et cette remorque qui transportent des cochons vont donner 18 tonnes de viande destinée aux consommateurs. Je ne réfléchis pas trop à l'endroit où ils vont quand ils partent d'ici. Mais je sais pertinemment qu'en montant dans ce camion, ils font leur dernier voyage.
Quand le chèque arrivera sur mon compte d'ici quelques semaines, c'en sera déjà fini pour eux. Si on fait le compte, dans toute ma vie, j'aurais produit entre 15 et 20 000 tonnes de viande porcine. J'ai produit assez de viande pour nourrir 1 million de personnes pendant un an. Alors, j'ai de quoi être fier de moi. Ça me plaît d'imaginer que je nourris la prochaine génération d'éleveurs de porcs. C'est assez chouette de penser que vous avez construit quelque chose que vos enfants pourront peut-être reprendre un jour. Ça, c'est la récompense ultime, j'imagine. C'est l'apothéose de votre existence. Savoir que vous avez construit quelque chose que la génération suivante continuera à faire grandir. Je suis impatient que mes enfants reviennent vivre au pays. La première chose qu'ils feraient serait de doubler la taille de l'exploitation, ce qui signifierait qu'ils doubleraient également la production. De 400 tonnes de viande de porc par an, ils passeraient à 800 tonnes, ce qui veut dire qu'ils pourraient nourrir 40 000 personnes par an. Les gens auront toujours envie de manger des animaux. Alors, pourquoi ce ne serait pas nous qui les produirions ?